France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité et à la découverte des territoires français d'outre-mer. Cette semaine, notre dossier nous plonge dans le centre nerveux du CHU de la Guadeloupe. Ces urgences sont au bord de l'implosion et ce n'est pas à cause du Covid. A tout de suite. Et nous débutons avec ces images impressionnantes en Guyane. D'importantes inondations sont fréquemment enregistrées depuis le début de l'année. Désormais, les fleuves sortent de leur lit, notamment le Maroni. Et c'est toute la région de l'Ouest, dite du Haut-Maroni, qui suffoque. Plusieurs communes et villages sont sous les eaux. Les familles sinistrées ont été mises à l'abri. Et en Guadeloupe, ce sont les entreprises qui tentent d'éviter la noyade. À la flambée des prix des matières premières s'ajoute retard de livraison et rupture de stock. La situation est de plus en plus insoutenable. Rudy Rilsi et Bruno Panciovillon. Avoir du stock est devenu un défi pour certains chefs d'entreprise. Chez ce brasseur, ce sont des bouteilles en verre qui pourraient manquer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va anticiper au maximum. Avec tous les problèmes que ça engendre, le stockage si ça arrive trop tôt, la trésorerie qu'il faut sortir. Mais le choc reste rude pour le brasseur. Les prix des matières premières ne cessent d'augmenter. L'orge est passé à 700 € la tonne au lieu de 400 € avant la guerre en Ukraine. Si les prix continuent de grimper, c'est toute la politique de production et commerciale de la brasserie que le gérant doit revoir. On a eu des augmentations sur l'orge, sur le malt d'orge, on a eu des augmentations sur le verre, on a eu des augmentations sur les houblons. Dans le secteur du BTP, ce patron affirme se retrouver aujourd'hui avec des carnets de commandes signés il y a quelques mois sur la base de prix qui ont considérablement augmenté, ce qui rogne d'autant sa marge et par répercussion sa trésorerie et sa rémunération. Le problème aujourd'hui qui nous pose des ruptures, c'est les retards de bateaux ou les non-embarquements des containers sur les bateaux. La direction de CMA-CGM confirme avoir enregistré des retards dus à l'entrée et à la sortie de navires sur la ligne, un contexte qui inquiète les professionnels. Pourtant, l'IEDOM promet le retour à une situation normale d'ici quelques mois. C'est ce que la Banque de France et nous-mêmes estimons qu'effectivement, on devrait normalement revenir à un niveau d'augmentation des prix normal, c'est-à-dire au-dessous de 2% à l'horizon d'1 an et demi, 2 ans. Entre-temps, les chefs d'entreprise affirment qu'ils continueront d'augmenter les prix de vente de leurs produits si l'inflation perdure. C'est l'accomplissement d'un rêve pour certains de ces touristes nombreux à revenir en Polynésie française. Depuis la levée des restrictions, le tourisme a enfin retrouvé son rythme de croisière, celui d'avant la crise sanitaire. Natacha Silagi et Rohan Poutoro. Les portes s'ouvrent de nouveau pour le tourisme polynésien. Les compagnies augmentent leur fréquence, les restrictions sanitaires à l'arrivée ont disparu. 2 décisions pour encourager les voyageurs à prendre leur billet d'avion. Ils sont de retour. C'est parce qu'on connaît quelqu'un ici, donc on est venu rendre visite à une amie. Les Américains et les Français restent les plus nombreux en attendant les Japonais et les Néo-Zélandais qui viennent tout juste de rouvrir leurs frontières. Tous les jours, tous les soirs, on a des grands groupes qui arrivent, beaucoup d'individuels et ils sont vraiment contents en fait de revenir et de pouvoir profiter de nos îles. Le nombre de touristes français est même en hausse de 10%. La réouverture des frontières, ils n'attendaient que ça. C'était un voyage qui était prévu déjà en 2020 et ça a été annulé à cause du Covid puisqu'on était confinés en France. Ensuite, on l'avait reporté l'année d'après, pareil. Le taux de remplissage moyen des hôtels est de 70% jusqu'à la fin de l'année. On en oublierait presque la période sombre du Covid. On se méfie encore quand même, hein. Il y a toujours le virus qui circule, mais on fait toujours attention quand même aussi. Côté gestionnaire de l'aéroport, confiance retrouvée à l'analyse des chiffres. On est très confiant sur la stabilité du trafic maintenant pour les mois qui arrivent et on est revenu à un niveau qui est assez proche finalement maintenant du niveau d'avant-crise. Il manque encore 5000 passagers à la Polynésie pour que le tourisme retrouve ses couleurs d'avant-crise. C'est bien parti. Les acteurs du secteur espèrent une activité normale et les touristes profiter du bonheur des vacances, enfin. En cette fin de mois, les Antilles françaises commémorent la fin de l'esclavage, le 27 mai en Guadeloupe, le 22 en Martinique. Après 2 ans sans commémoration en raison du Covid-19, les populations antillaises se réapproprient leur histoire, comme ici en Martinique où le 22 mai a été marqué par des rassemblements aux 4 coins de l'île. L'essentiel avec Jean-Michel Mazerolles.
Jour de fête, mais surtout jour de mémoire de ce 22 mai 1848, au cours duquel plus de 60 000 victimes martiniquaises se sont révoltées, obligeant le gouverneur de la colonie à proclamer l'abolition de l'esclavage en Martinique. C'est ce premier jour de liberté qui est commémoré chaque année, comme ici devant la mairie de Saint-Joseph. J'ai retenu que l'esclavage était un moment très tragique. Il y a eu beaucoup de morts, les gens qui se révoltaient. C'est la culture, hein, c'est la tradition, donc il faut qu'ils commencent déjà dès tôt à connaître un peu ce qui se passait avant. Autre lieu emblématique de cette mémoire, le rond-point du Vietnam héroïque à Fort-de-France, où se déroule chaque année la commémoration la plus importante. La 174e édition a rassemblé d'autant plus de monde cette année qu'il n'y a pas eu de manifestation durant 2 ans à cause du Covid. Vous êtes bien ouais que moun pas prendre injustice encore. On laisse le chlordécone, on laisse certains bagages que raconter nous historiquement et puis que nous ouais que bon ben c'est pas vraiment ça qui passait. Donc actuellement pour vraiment dire moun en bagaille, moun on aller vérifier là même et par rapport moun pour des tiamailles encore. Quant aux membres du MIR, le mouvement international pour les réparations, ils ont parcouru de nuit 11 km à pied entre Saint-Pierre et le Prêcheur. C'est normal, il faut commémorer cette date et c'est très important pour nous. Pour rendre hommage à mes ancêtres, pour ma culture, pour mon histoire tout simplement. Cette marche exige que soient indemnisés les descendants des victimes de l'esclavage. La surchauffe des urgences en France. En Guadeloupe, la situation est catastrophique. Le CHU se vide de ses médecins et infirmiers. Le directeur de l'établissement est parti à La Réunion. Le centre hospitalier lance une vaste campagne de recrutement. Marilyn Plaisir et Christian Danquin. Les urgences du CHU sont-elles au bord de l'implosion? En plein après-midi, file de brancards et de patients, dans les couloirs et dans les box. Mais cette fois-ci, le virus n'est pas passé par là. Les soignants enchaînent les jours et les semaines de travail, presque sans répit. On a énormément de départs de temps plein mais de temps partiel aussi. Mais c'est vrai que même les gens qui viennent nous faire une journée par semaine ou une nuit ou un week-end par mois, c'est vraiment quelque chose qui nous soulage. Des soignants épuisés et des médecins qui jettent l'éponge. Selon la direction, 6 médecins urgentistes ont quitté le CHU ce mois-ci. Mais ce n'est pas tout. Par rapport à la crise, on a une augmentation en fait, des passages au niveau des urgences, surtout des patients en fait, qui avaient des retards de prise en charge et qui arrivent avec une prise en charge qui est beaucoup plus lourde et qui prend beaucoup plus de temps. Aux portes de l'hôpital, déjà 7 mois sans travail et donc sans salaire pour les soignants non vaccinés contre le Covid. Selon ce syndicaliste, les suspensions ont aggravé la pénurie de personnel. On demande l'embauche encore de d'autres personnes, c'est vrai, mais ceux qui sont suspendus, il faut aussi permettre à ces gens-là de revenir travailler. En attendant, aux urgences, tous attendent des renforts. Mais l'appel à recrutement sera-t-il entendu ? La bonne idée de la semaine étant en Nouvelle-Calédonie, avec la signature d'un accord cadre historique et ambitieux sur la transition énergétique du secteur du nickel. La Nouvelle-Calédonie vise l'autonomie énergétique. Elle veut décarboner au maximum et devenir une référence sur le marché mondial. Éric Dufour, Tchawayane. La production d'électricité décarbonée fait consensus et l'objectif est d'inverser la tendance dans le mix énergétique. Aujourd'hui, 80% de l'électricité calédonienne est d'origine fossile. On vise désormais un ratio de 70-30 en faveur des énergies renouvelables. Écologie rime aujourd'hui avec économie. Il y a un double avantage à cet accord, c'est améliorer les conditions environnementales, c'est un des objectifs du gouvernement, mais c'est permettre aussi aux industriels d'être plus compétitifs sur le marché pour préserver les emplois. Et donc vraiment à cet accord qui est historique, il y a cet objectif d'environnement et d'amélioration de la compétitivité. L'accord cadre signé par le gouvernement, la province sud, Enercal, l'ASLN et Prony Ressources a aussi pour ambition de réduire les énergies fossiles et leurs prix fluctuants sur le marché. Les industriels ont tout à gagner à accompagner une dynamique vertueuse et profitable. Ce qu'on veut surtout, c'est dans le cadre de cette transition énergétique globale au niveau du territoire, acheter, consommer beaucoup plus d'énergie renouvelable, donc a priori photovoltaïque,
qui ont besoin d'être stockés, donc associés à des unités de stockage, batteries ou hydrauliques. Donc, des clients par exemple comme Tesla, c'est très important pour eux comment le nickel a été produit, dans quelles circonstances, dans quelles conditions. Donc tout ce qui est environnemental, développement durable, santé, sécurité de nos employés, c'est quelque chose qu'on doit mettre quand même en premier plan pour pouvoir vendre notre nickel. Donc un nickel vert fait en sorte que c'est beaucoup plus compétitif. Aujourd'hui, le pays se dirige vers une métallurgie plus verte grâce à des unités de stockage d'énergie qui permettent à terme de moins polluer tout en maîtrisant mieux les coûts de l'énergie, souvent parmi les tout premiers postes de dépenses des industriels. Et illustration de cet environnement à protéger en Nouvelle-Calédonie, la mangrove de Teuta à Uvea, l'une des plus préservées au monde. Avec son écosystème unique, les scientifiques lui accordent une attention toute particulière. Clarisse Wattier et Cédric Michaud. C'est la mangrove la mieux préservée au monde, selon la communauté scientifique. Celle de Teuta, elle fait l'objet de toutes les attentions. Cette semaine, ce sont les chercheurs de l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui s'intéressent à cette biodiversité unique, située dans le nord d'Uvea. Les recherches sont chapeautées par Cyril Marchand, le spécialiste des mangroves. La mangrove de Nimek est une très belle mangrove avec une belle biodiversité et c'est une mangrove qui se développe sur une île basse, un atoll, donc très sensible au changement climatique et notamment à la hausse du niveau des océans. Qu'est-ce que vous êtes venu étudier ici ? Ici, nous étudions à la fois la qualité du sol, la qualité de l'eau et l'influence que va avoir la végétation, les palétuviers sur la nature du sol. Cyril Marchand est épaulé par des étudiants-chercheurs. Sur place, il procède au prélèvement des branches, des feuilles de palétuvier et des herbiers et au carottage de sédiments. Des échantillons de roches sont également récupérés. C'est ce qui donne un caractère unique à cette mangrove. Elle pousse directement sur la roche. Et on essaye de voir justement comment est-ce que les palétuviers peuvent se développer sur ce type d'environnement, notamment d'où ils tirent leurs nutriments, comment est-ce qu'ils influencent l'organisation de cette roche. S'il n'y a pas de mangrove, donc il n'y a rien, quoi. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça, quoi. Mais ils sont toujours conscients qu'il faut bien préserver la mangrove. La mangrove de Teuta concentre une dizaine d'espèces de palétuviers sur les 24 que compte la Nouvelle-Calédonie. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez réagir et revoir l'émission sur france24.com et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Rendez-vous le week-end prochain. L'information continue sur France 24.